À quoi je pense? Imaginez. Un lieu de rêve. C'est lent. Si je vous dis des épreuves pour survivre et des jugements qui peuvent vous éliminer, vous me dites Koh-Lanta? Bon, si j'ajoute qu'on y voit des jeunes gens y vivent de grandes passions et des introspections philosophiques, les Marseillais à Cancun? Pour un Martien, Cancun excellent, c'est la porte à côté, mais non. Je vous aide. Si l'héroïne chante masquée, Mask Singer? Vous exagérez. Et si je vous dis que les héros ont des choses à cacher, vous me direz Secret Story? Vous exagérez. Et même s'il y a un côté île de la tentation quand on regarde le décor et les trahisons, décidément, on peut pas dire qu'on brûle. Pas vraiment. Pas encore. On continue. Et si je vous disais que nos trois protagonistes, Leila, Nadir et Zourga, ne viennent ni d'une télé-réalité, ni d'une série Netflix? Et si je vous disais que là d'où ils viennent, c'est un opéra? Salut, c'est Tromi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un gros morceau de l'opéra français, Les Pêcheurs de Perles de Bizet. Alors, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures les copines et les copains. Vous êtes au Temple Saint. Bon alors, Les Pêcheurs de Perles. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Déjà, c'est un opéra. Merci. En 1863, Bizet, Georges de son petit prénom, est un jeune trou du compositeur français à la recherche de la gloire, celle qui rapporte de la thune. Il a déjà terminé le conservatoire et gagné le prix de Rome. À 24 ans, c'est pas mal. Moi, à 24 ans, je venais de passer en 4e, je crois. Étant né à Paris, il aimerait réussir dans sa propre ville et tant qu'à faire dans les deux théâtres officiels, l'Opéra de Paris, donc le Palais Garnier à l'époque, vu qu'on est en l'an 118 avant Jack Lang, et l'Opéra Comique. Problème, déjà à l'époque, les travailleurs détachés volent le travail des vrais Français, n'est-ce pas? Jeanne! Au secours! Les tauliers Rossini et Meyerbeer, Meyerbeer en tête. Et c'est très compliqué pour un compositeur pas connu de faire quelque chose et donc de devenir un compositeur connu. Le coup de peau, c'est que ces théâtres subventionnés mettent une condition à la subvention, embaucher de temps en temps des lauréats du prix de Rome, celui-là même que Bizet a gagné quelques années avant. Alors, je sais que ça tombe pas sous le sens, mais le prix de Rome, c'est une initiative française. On pourra faire un épisode là-dessus un jour si vous voulez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Donc, le petit Bizet devrait donc faire jouer un opéra qu'il avait écrit qui s'appelait La Gouzla de l'émir. La Guzla? La Gouzla? Non, la Guzla, c'est bien. Pour lesquels il avait eu le couple star des librettistes, Jules Barbier et Michel Carré, les Tango et Cash de leur époque. Le projet prend du retard, mais Simon et Garfunkel, nos librettistes, parlent de Georges Bizet à Léon Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique, une autre maison jouant des opéras à la recherche lui aussi de lauréat du prix de Rome, car lui aussi est contractuellement obligé d'en avoir pour avoir droit à ses subventions. Décidément, ce prix de Rome vaut presque autant le coup que d'être élu Miss France. De toutes les façons, ces concours italiens, c'est toujours ma couille et compagnie. On dit magouille. Ah, schnitzel! Problème. Pour le théâtre lyrique, il faut un opéra en 3 actes. Contrairement à l'opéra comique où il n'en fallait qu'un, combien en manque-t-il? Bravo, il en manque 2. Le compte est bon. Excite donc la Gouzala, et quand Léon Carvalho rencontre Bizet... Léon Carvalho? Léon Carvalho. Mais Léon Carvalho, c'est pas celui qui avait écrit l'opéra avec les clowns, là? I Paneacci? Oui. Was für ein Arschloch! Il confond Léon Carvalho, le directeur, avec Ruggero Léon Carvalho, les compositeurs. Il ferait un épisode sur la Deuxième Guerre mondiale qu'il confondrait Himmler et Hitler. Ah bon, c'est pas le même gars? Machin. Le compositeur Léon Carvalho, c'est son nom. Alors que le chanteur devenu directeur, Carvalho, Léon... C'est juste son prénom. Tromi, ton prénom c'est Olivier, c'est juste? Ouais. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste.
On a assez perdu de temps comme ça. D'accord. Donc, quand Léon rencontre Bizet, il lui propose de livrer des pêcheurs de perles. Ce dernier, voyant la possibilité de s'inscrire dans la mode de l'exotisme du moment, saisit l'opportunité au vol et accepte la commande. Il s'agit d'offrir un voyage au spectateur qui, la plupart du temps, n'a jamais traversé le périph'. Dans la même période, Gounod composera La Reine de Saba en 1862 et Meyerbeer l'Africaine en 1865. On est encore loin de l'acmé de Delibes ou des opéras de Puccini dont les histoires viendront du bout du monde, mais l'idée est déjà là. C'est quand même moins risqué pour la petite famille bourgeoise Papa, maman, l'abonnez-moi. de regarder un opéra que d'aller voir directement sur place. Jojo se met donc au travail avec le feu aux fesses, la commande étant passée en avril pour une première mi-septembre, ce qui est franchement chaud dans la mesure où il ne fait pas du David Guetta et que Cubase et les autres logiciels de MAO étaient encore pas hyper fiables. Il doit donc bosser comme un acharné et ne se gêne pas pour reprendre des passages de ses anciennes œuvres comme Ivan IV ou Clovis et Clotilde. Question con. Si on se plagie tout seul, est-ce que c'est vraiment du plagiat? Début août, la partition de base est prête. Les chanteurs peuvent la prendre pour pouvoir ensuite pester, puisque notre Jojo apportera des modifications jusque pendant les dernières répétitions. Ouais, c'est pas cool. Pas très cool. C'est pas sympa en fait. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte que cette histoire? Déjà, il faut savoir que pêcheur de perles, c'est un vrai métier, pas comme youtubeur ou chanteur. On a beau être généralement dans un décor paradisiaque, c'est bien la seule différence avec Germinal. Le travail est harassant, dangereux et sans doute frustrant au vu du peu de perles trouvées, un peu comme quand tu te tapes toutes les saisons d'Incroyable Talent pour découvrir une seule Laura Lone. On travaille beaucoup, on en trouve peu, mais si jamais on en trouve une, c'est potentiellement le jackpot qui permet de faire vivre le village pendant plusieurs semaines. Au début, ils pensaient mettre l'histoire au Mexique. Mais finalement, on situe ça à Ceylan. On va peut-être arrêter de me faire répéter tout ce que je dis, ça va vite être chiant. Donc on passe, sans souci, d'un bout du monde à l'autre bout, en se disant que le spectateur s'en fout tant qu'il peut se dire « c'est loin mais c'est beau ». C'est loin, mais c'est beau, hein. Bon, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que j'ai dit, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? C'est fini, oui? C'est fini, ouais! Oh putain, c'est la première vidéo et je crois que j'en ai déjà marre. Et si on faisait l'amour tout nu? Bon d'accord, mais après l'épisode. Donc le décor c'est fait, nos trois personnages. Leila, c'est la princesse. La grande prêtresse. Oui, la grande prêtresse du dieu Brahma. Ok, alors qu'est-ce qu'on sait sur elle? Leila a grandi sur l'île de Ceylan, qui est l'actuelle Sri Lanka, où elle est prêtresse de Kandy. On a deux informations sur son passé. La première, c'est que, étant enfant, elle a un jour sauvé un fugitif en le cachant, et que pour la remercier, il lui a offert un collier. La deuxième chose, c'est qu'elle était amoureuse de Nadir et qu'elle ne l'a pas revu depuis des années. Nadir, justement. Avant le début de l'opéra, mon personnage revient de la forêt où il a chassé, il a dû faire un peu sa vie pendant des années, et il revient un peu dans son village natif, natal depuis quelques années, et il retrouve au tout début de l'opéra son ami Zourga et son village. Et donc Zourga, le personnage qui va être le pivot de l'histoire. Zourga est un chef, d'ailleurs ça démarre comme ça. Zourga démarre l'opéra par se faire élire chef de son village des pêcheurs de perles. Alors les pêcheurs de perles, c'est intéressant, on en apprend beaucoup sur eux dans la péninsule arabique parce que ce sont des petites tribus qui ont essaimé partout autour de l'Inde et qui, en franchissant le détroit d'Ormuz, ont inondé la péninsule arabique. Et ils ont d'ailleurs inondé beaucoup de leur culture, tout ce qui est là-bas, les bateaux, les dos, et aussi les tenues vestimentaires sont beaucoup héritées des pêcheurs de perles, tels qu'on les a dans l'opéra éponyme. Et je peux savoir pourquoi tu me laisses pas en parler? D'abord parce qu'il faut l'avoir chanté. Oh, dans la mouille! Mais enfin, laisse-les donc causer. On pourrait peut-être enfin apprendre quelque chose sur cette chaîne de merde. Merci les bronzés. On apprend d'ailleurs qu'ils travaillaient dans des conditions épouvantables. Hein. C'était des gens qui faisaient 50, 60 plongées par jour, qui étaient sourds à 25 ans, avec une combinaison de fortune comme ça, blanche, blanchie pour les rayons du soleil, tenue au doigt avec un pince-nez et qui plongeait de nombreuses fois par jour pour finir au bout d'une semaine avec juste une poignée de perles pour tout un bateau et qui nourrissait tout un village. Merci, pas besoin d'en rajouter. Conditions épouvantables.
Bon, donc comme nous a dit Jérôme, l'opéra s'ouvre sur l'élection. Que dis-je l'élection? Le plébiscite qui fait de Zurga le chef du village. Non mais c'est sympa, hein, il harangue la foule, genre vous croyez pas qu'il nous faudrait un patron? Et ça vous dirait que ce soit moi? Bon, d'accord. Là-dessus arrive Nadir, qui s'était barré chasser des Pokémon à l'époque où il s'était brouillé avec Zurga pour une sombre histoire de gonzesse. Il arrive probablement à pied de la Chine. Première réaction des mecs, c'est de se dire que c'est cool de se retrouver. Viens, on a fait un barbecue, il y a des merguez, tout ça, tout ça. Au fait, pourquoi tu t'étais barré déjà? Bah, tu te rappelles pas, on avait flashé sur la même nana. Ah oui, trop mort de lol, maintenant c'est sûr, on a mûri, ça nous arrivera plus. Mais bon, c'est vrai qu'elle était quand même sacrément bien carrossée. Bon, et là, commence tout de suite l'une des pièces maîtresses de l'ouvrage, l'un des tubes de l'opéra, le duo Au fond du Temple Saint. Ce nom me dit vaguement quelque chose. En gros, ils se souviennent à quel point elle était mignonne, mais maintenant c'est promis, c'est juré, on va rester potes. Spoiler alerte, aussi longtemps que les mecs penseront avec leurs obs, ça marchera pas. Ça ne marchera jamais. Dès que le duo est fini, Zurga dit à Nadir, reste, hein, on va recevoir notre nouvelle prêtresse qui va aller chanter pour Candy, dans le vieux temple en face. En plus, il reste encore des brochettes et de la maillot. La princesse... La grande prêtresse. Pardon, je vais m'y faire. La prêtresse arrive en grande pompe, et comme on le sent pas du tout arriver, surprise, c'est Leila, la fameuse. Elle arrive donc façon Mask Singer et on voit pas sa trombine, mais elle se met à chanter et là, évidemment, Nadir reconnaît la voix qu'il a si souvent entendue, ne serait-ce qu'en rêve. Oui, oui, oui. Mais Zurga, lui, ne la reconnaît pas, ayant sans doute des problèmes d'audition pour les raisons qu'on peut imaginer. Bah oui, il est pêcheur de perles. Qui était sourd à 25 ans. Et une fois que tout le monde s'est cassé au Phuket pour aller célébrer ça, Nadir reste seul en scène face à ses tentations et enchaîne avec son grand air « Je crois entendre encore ». L'autre tube de la pièce, ça en fait deux. Le compte est bon. Will se dit qu'il aurait peut-être dû prévenir Zurga quand même, qu'il a reconnu Leila, mais en même temps, ça pourrait aussi lui casser son cou. Donc, bon, l'un dans l'autre. Enfin, il termine l'acte 1 sur ces notes absolument sublimes quand elles sont bien chantées. Leila se fait rappeler par une basse qui passait par là qu'elle doit rester dans son temple, chanter et surtout rester anonyme, sinon elle sera lapidée comme une vulgaire souillon. Bon, alors elle explique qu'elle sait ce que c'est que l'engagement désintéressé, elle qui a sauvé la vie d'un inconnu, qui lui a d'ailleurs donné un collier pour la remercier. Ça aura son importance plus tard. Le collier d'ailleurs est un élément qui reviendra souvent dans l'opéra français. Faust, Don Quichotte, s'il y en a d'autres, en commentaire. Bon, bref,
À peine a-t-elle terminé son bel air qu'elle entend au loin arriver Nadir, dont elle reconnaît aussi la voix. Et s'ensuit un numéro de « je t'aime, moi non plus, mais en fait si, mais en fait c'est pas bien, mais en fait il faut pas, mais en fait il faut quand même un peu parce que bon... » Bon, heureusement que la musique est magique, hein, parce que sinon on se croirait assez vite dans un vieil épisode des Feux de l'amour en plus lent. Ça veut rien dire du tout. L'inspecteur d'Eric aussi prenait son temps et c'était tout de même chaud bouillant niveau action. Pardon, dès que j'entends le mot d'Eric, je m'endors. Schnitzel. Bon, enfin, comme finalement il faut, ils font, et évidemment, d'avoir passé tant de temps à tourner autour du pot, bah... En bref, Leila et Nadir sont surpris en plein et bas et ils sont condamnés à mort par Zurga. Et évidemment, pour rajouter au dramatisme de la situation, une tempête se lève et tous les platistes du village croient qu'il s'agit de la colère de la mère qui s'est sentie offensée par la trahison de cette sale... Leila. Bon, alors on commence l'acte 3, pile là où on a terminé le deuxième, juste le temps de rebrancher le courant après l'orage, et Zurga commence à se demander s'il n'a pas été un peu fort de les condamner à mort, après tout, c'était son pote, et elle, bon c'est qu'une fille, quoi. Oh! Mais quel connard, ce type! Quelle indignité. Et c'est vraiment le moment où le personnage de Zurga apparaît dans toute sa complexité et sa fragilité. Parce qu'il allie deux centres expressifs extrêmement opposés et distincts. Le centre grave dans lequel il faut avoir la capacité de traverser l'orchestre pour tous les passages qui requièrent de l'autorité. Et en même temps, cette zone aiguë et suraiguë, puisque ça va jusqu'au la bémol et jusqu'au la, qui est dévolue à l'expression du sentiment amoureux. Ça, c'est quelque chose qui, tout au long du 19e siècle, va avoir tendance à se généraliser chez les barytons. Chez Massenet, bien sûr, mais aidé par l'écriture de Verdi, c'est-à-dire qu'il y a globalement une féminisation du baryton sur tout le 19e siècle. Le baryton, qui au début du 19e siècle n'existe pas trop, chez Mozart notamment, il n'y a pas de baryton. Au début, ce sont des brutes un peu épaisses, ou bien des barytons bouffes, se mettent à s'affiner tout au long de ce siècle. Ils découvrent qu'ils ont des sentiments, ils découvrent aussi qu'ils peuvent les exprimer, et évidemment, c'est leur chant qui va servir à exprimer ces émois, ces sentiments amoureux, ces fragilités qui sont quelque part en dichotomie avec le côté extrêmement hiératique, souvent, de leur fonction. C'est encore en plein dans ses réflexions qu'il est interrompu par Leila, qui est sans doute le personnage qui connaît la plus grande évolution entre le début et la fin. C'est comme si elle allait grandir en accéléré, et autant au début son chant est très épuré, très lisse, il y a peu d'émotions, et à partir du moment où elle reconnaît Nadir, elle va s'animer, s'humaniser, physiquement, vocalement, émotionnellement, et on va voir de plus en plus la femme passer au-delà du statut social de la prêtresse. Elle va se reconnecter donc à sa féminité, à sa sensualité au contact de Nadir, et tout ça culmine à l'acte 2 au moment de leur grand duo d'amour. Et puis pour moi, il y a une troisième étape, à l'acte 3, où on découvre une nouvelle facette de Leila, quand elle va aller confronter Zurga, et on se rend compte qu'elle a une très grande force de caractère et un immense courage. Leila vient donc voir Zurga pour lui demander des comptes, et comme elle n'arrive pas à le faire plier, elle lui demande de donner à sa mère le fameux collier, et là... Ah! Le coup de théâtre! Ah! Au moment de monter sur l'échafaud, Leila donne son collier et demande qu'il soit transmis à sa mère en souvenir d'elle.
Et bien sûr, comme de par hasard, Zurga reconnaît ce collier comme étant celui qu'il avait offert il y a des années à la petite fille qu'il avait sauvée, et qui était donc Leila. Donc il lui en doit une, et il va décider à son tour de la sauver et de sauver Nadir en leur permettant de s'enfuir. Et pour ça, il a la brillante idée de provoquer un incendie et de brûler son village pour faire diversion. Champion ce Zurga. Bon, du coup, contrairement à beaucoup d'opéras, on pourrait presque dire que ça finit bien. Enfin, pour les deux qui étaient condamnés à mort et qui vont finalement se barrer ni vu ni connu en toute discrétion. Parce que les autres, ils ont quand même leur village qu'à cramer, et puis Zurga, il est mort ou il est mort. Si à la fin il est sauvé, c'est grâce à Zurga, encore une fois. Donc Nadir, on va dire qu'il subit plus qu'autre chose les décisions de son ami Zurga, qui lui va se sacrifier. Donc pour Nadir, ça finit très bien, finalement. Il est sauvé par Zurga, qui met le feu au village, et il s'en va vivre enfin son amour avec Leila. Voilà, pour Zurga, les choses ne se terminent pas bien. Il y a plusieurs, on va dire, fins possibles à cet opéra, parce qu'il y a deux versions. Il y en a une où Zurga disparaît, c'est-à-dire que la dimension de tout ce que Zurga a pu développer comme émotion avant, elle se trouve et elle se résout dans le sacrifice. Donc soit dans le fait de laisser son ami et la femme qu'il aime vivre ensemble parce qu'ils sont heureux, parce qu'il a vu qu'ils étaient heureux, ce qui est extrêmement noble. Sinon, il y a une autre version qui fait que lorsque le village est atteint par les flammes, Zurga laisse les amoureux partir et meurt en éteignant l'incendie. Bon, il y a beaucoup de romances autour de tout ça. L'essentiel est que dans ce triangle amoureux, Zurga fait partie de la petite tranche des barytons qui ne triomphe pas et meurt, ce qui a tendance à le rendre extrêmement touchant. Deux fins possibles, mais pourquoi donc ? Le 30 septembre 1863, les pêcheurs de perles sont donc donnés pour la première fois. Oui, c'est ça que dans le jargon on appelle la création. Effet totalement inverse des films primés au Festival de Cannes, le public adore, les critiques détestent. À part Berlioz, comme quoi la qualité parfois prévaut sur la quantité. L'opéra ne sera malheureusement joué que 18 fois et ne sera ensuite plus repris du vivant de Bizet. Il avait prévu des modifications pour une reprise, mais il n'avait pas prévu de casser sa pipe 12 ans après, à seulement 36 ballets. Morales, toi qui voulais battre tes records, à 20 ans déjà t'es mort. Alors une petite anecdote, quand je suis arrivé à l'Opéra de Toulon en 2019, je reprenais la production qui avait été créée à Limoges, puis reprise à Nice, avec celui qui est devenu mon très grand ami Julien Dran, entre-temps. Mais là, nous étions une toute autre équipe, c'était avec Anaïs Constant, Leila, qui faisait également sa prise de rôle, et Reinhard von Mechelen, qui faisait sa prise de rôle dans Nadir. Nous avons passé un très très bon moment, jusqu'au moment où je suis arrivé aux essayages costumes, où j'ai pris conscience que la personne qui était avant moi et qui avait créé le rôle de Zurga, à savoir Monsieur Alexandre Duhamel, était réellement un homme d'une très grande force. Et je pense qu'on aurait pu très facilement loger deux personnes comme moi dans son costume, ça m'a fait sourire. Voilà, Monsieur Duhamel a évidemment un instrument hors norme et avec de très grandes dimensions, donc ça ne se loge pas dans un corps de brindille. Moi en revanche, je suis toujours resté assez fin, avec la voix qui va avec, donc le décalage m'a fait sourire. C'est ma petite anecdote assez drôle. C'est marrant. Non mais c'est marrant tes blagues là. C'est marrant. Dans la continuité, avec le même Alexandre Duhamel, Mathias, faut que tu nous racontes. Alors la production de Toulouse, ça a été donc c'est plutôt une chorégraphie. Le metteur en scène est chorégraphe avant tout. Donc nous on devait se superposer dans cette ambiance de danseur. Et comment demander à un chanteur qui n'est pas danseur de bouger? Et bien c'est là où ça devient très rigolo en mise en scène, parce qu'on essaie de bouger mais on bouge mal. Des fois on nous dit de faire un déhanché. Intérieurement on trouve qu'on est absolument horrible, on veut pas le faire, et en face on dit oui c'est super, tiens-le. Donc on a c'est un peu une dichotomie entre le chant, où c'est notre métier, on arrive à le connaître, on arrive on va dire à le sublimer, et notre corps, on sait pas ce qu'on en fait. Donc quand on est sur scène et qu'on doit bouger le corps et chanter en même temps, c'est une sensation très étrange de se dire mais comment je vais apparaître aux yeux du public avec cette voix. La voix, je sais encore, j'arrive à avoir un recul sur ce que je donne, mais le corps pas du tout.
Donc du coup, les débuts de répétition, on ne savait pas où se mettre. On était très tendu, on va dire. Et quand on nous demande à mon baryton et à la fin du duo de se déhancher avec presque un briquet dans la main, on s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc on l'a essayé plusieurs fois. On s'était dit non, vous le garderez jusqu'à la fin. Et malgré tout, au fur et à mesure des répétitions, on l'a enlevé inconsciemment en se disant on peut pas présenter une fin de duo en se déhanchant comme ça. Donc je crois qu'à la fin, on a réussi à l'enlever. On n'avait pas gardé cette info du metteur en scène, il y tenait absolument. Mais je crois que notre corps rejetait ce déhanchement et finalement on a fini le duo des pêcheurs en vainqueur plutôt qu'en se déhanchant main dans la main. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, la première de la chaîne. Alors, j'apprends encore le métier de youtubeur et j'ai lu au premier chapitre du manuel qu'il fallait dire n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, vous abonner. Un immense merci à tous ceux qui ont rendu cet épisode possible. Merci à Catherine Trottmann, Mathias Vidal et Jérôme Boutillier pour leur participation. N'hésitez pas à aller les voir sur scène. Je vous mets en description le lien vers leur site ou page Opéra Base respectifs afin que vous puissiez aller les entendre et les applaudir. Je mets également en description quelques liens vers de belles versions des pêcheurs ainsi que de quoi approfondir le sujet. Les amis, une conclusion? Voilà, j'espère que vous aurez pu avoir un aperçu assez complet de cette œuvre. J'espère que ça vous donnera envie d'aller l'écouter et surtout d'aller la voir au théâtre. Voilà, parce que ce sont deux choses différentes. Nous faisons du spectacle vivant et ce que vous délivrent les artistes sur scène n'est encore en rien comparable avec ce que vous pourriez ressentir au disque. Voilà, bonne vie lyrique. Oui, la prochaine fois, réfléchis-y à 2 fois avant de lui demander de conclure à celui-là. Mathias, un mot de la fin? Pour moi, c'est bon. Catherine? Bonne pêche. Ah ouais, ok. Autrement dit, Tromi, démerde-toi quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, la commedia est finita.